J'ai été torturée. Mon corps a été bafoué. Mon intégrité agressée. Ma sexualité violée. Mes chers abonnés, mes chers leaders, jusqu'à la victoire. Je déclare ce jour publiquement que je fais partie désormais des organisateurs des marches pacifiques au Togo. Je suis togolaise, résidente. Je fais partie désormais des organisateurs des marches pacifiques au Togo. Ceci, non par choix, mais par le devoir. Le devoir de justice, le devoir de... Bonjour dames et messieurs, la dame que vous venez de voir, elle s'appelle Grace Koumaï. C'est une femme très forte, engagée pour la démocratie dans son pays, le Togo. Le Togo a connu un président qu'on appelle Yaya Dema, qui a fait 38 ans au pouvoir. Après sa mort, il y a son fils Faure Gnassingbé qui a pris le pouvoir. Il y a eu plus de 1000 morts. C'est pas moi qui dis, c'est l'ONU. Et il est arrivé au pouvoir par le sang et par des armes, par un coup d'état constitutionnel en 2005 jusqu'en 2020, ce qui fait 20 ans au pouvoir. À la fin de ses 4e mandats, il supprime les élections présidentielles, il met un régime parlementaire, automatiquement il devient le PCM. Ce qui veut dire qu'il va mourir au pouvoir comme son père. Et les Togolais se sont levés et dit non. Le 26, 27, 28, il y a eu des manifestations, il y a eu les militaires et des miliciens de Faure Gnassingbé qui ont tué presque 6 ou 7, 8 personnes et jeté dans la lagune. Ça, l'opinion internationale est au courant de tout ça. Tout le monde sait ce qui se passe au Togo, mais personne n'en parle. Et cette dame-là, après avoir été torturée par plusieurs hommes, et elle dénonce ça, on la prend encore, on la fout en prison. Elle est dans un trou noir et personne n'en parle. Je demande à toutes les femmes du monde entier, surtout les femmes togolaises, d'apporter leur soutien à cette femme. Très bientôt, tout le Togo doit se lever et dégager Faure Gnassingbé et son régime. Sinon, le Togo sera dans un trou noir à vie. Il y a un vent qui souffle en Afrique aujourd'hui et dans le monde. Vous avez vu ce qui s'est passé au Népal, Madagascar, et moi je vous jure que ça va descendre en Afrique. Le peuple africain va se lever et personne ne peut arrêter ce peuple. Surtout le peuple togolais doit se libérer. Faure Gnassingbé, c'est lui qui déstabilise toute l'Afrique de l'Ouest. Il veut être partout en Afrique parce qu'il a peur. Il est avec l'AES, il est avec la CEDEAO, il est avec la France, il est avec la Russie, il est avec la Chine. En fait, il veut maintenir le pouvoir. Il ne veut pas partir parce qu'il sait tout le mal qu'il a fait. Et que s'il quitte le pouvoir, il va payer lui et son régime. C'est juste pour ça. Mais c'est une question de temps. Les Togolais vont se lever très bientôt. Et je vous jure que ça va être très catastrophique. Quand vous allez voir les Togolais se lever dans ce pays, vous allez voir. Lorsqu'on observe l'histoire politique de plusieurs pays, on remarque un phénomène presque récurrent. Les dictateurs s'accrochent au pouvoir, parfois jusqu'à leur mort, malgré la misère, la révolte populaire, la pression internationale ou même la guerre civile. Mais pourquoi tant de dirigeants refusent-ils de partir? La réponse est complexe et repose sur plusieurs dimensions. Il y a physiologique, politique, économique et sociale. L'une des raisons pour laquelle les dirigeants dictateurs refusent souvent de quitter le pouvoir, c'est la peur de perdre ce qu'ils ont. Parce que eux, ils ont passé toute leur vie à ne rien faire. Ils ne savent pas comment on peut survivre avec un seul centime dans la poche. La première et principale moteur, c'est la peur. Quand un dictateur reste longtemps au pouvoir, il commet souvent des abus, des détournements d'argent public, violation des droits humains, emprisonnement arbitraire, parfois même des crimes graves. Alors, quitter le pouvoir signifie pour lui faire face à la justice. Et cette perspective est terrifiante. En quittant le palais présidentiel, il perd son immunité, son influence et il devient vulnérable. Dans certains cas, les anciens dirigeants sont jugés, humiliés ou assassinés après leur chute. Par exemple, Mohamed Kadhafi en Libye, Saddam Hussein en Irak, Blaise Compaoré au Burkina Faso. Alors,
Pour éviter cette fin tragique, le dictateur préfère s'accrocher coûte et coûte, quitte à écraser toute opposition. Il y a aussi l'illusion du pouvoir éternel. Avec le temps, les dictateurs finissent par croire qu'ils sont indispensables. Ils se persuadent qu'ils sont les seuls capables de diriger le pays, que sans eux, ça fondera. Cette idée devient presque religieuse. Ils se voient comme des sauveurs, des pères de nations. Raison pour laquelle beaucoup de pasteurs d'église, de prêtres, beaucoup de spiritualistes sont corrompus. C'est une forme de délit de grandeur, alimentée par les courtoisies, les ministres, les médias officiels et les armées de flatteurs. Personne n'ose leur dire la vérité. Chaque jour, on leur répète qu'ils sont ennemis, qu'ils sont les meilleurs, qu'ils ont toujours raison. Résultat, ils vivent dans une bulle. Quand les manifestants éclatent, ils n'y voient qu'une colère légitime, mais une conspiration étrange et une ingratitude du peuple. Le contrôle des institutions. Un dictateur ne peut gouverner jamais seul. Il s'appuie sur un système, l'armée, la police, les services secrets, les juges, les médias publics, les églises, les prêtres, les spiritualistes, et ce système dépend directement de lui. Chacun tire profit de la situation. Les généraux, les ministres, les hommes d'affaires proches du pouvoir, comme les directeurs de microfinance, les grands directeurs des sociétés, des grandes usines, des entreprises multi-internationales. Dans ce cas, donc, si le dictateur tombe, tout l'édifice s'écroule. Ceux qui l'entourent ont aussi peu de perdre leurs privilèges, leurs richesses, voire leur liberté. Alors, il l'encourage à rester, à multiplier la Constitution, à manipuler la Constitution, à tripatouiller les élections, à réprimer l'opposition. C'est une solidarité de suivi. Tout le régime se bat pour se maintenir, car la chute de l'un signifie la chute de tout. L'enrichissement et la corruption. Le pouvoir dans un régime dictatorial n'est pas seulement politique, il est aussi économique. Être président, c'est avoir assez aux ressources du pays. Pétrole, mines, marché public, banques, devises, le phosphate, les gisements, les ressources naturelles du pays. Le dictateur et son entourage transforment souvent l'État en machine à s'enrichir. Quitter le pouvoir, c'est perdre la source d'argent. Et comme leur fortune est souvent mal acquise, illégale, ils savent qu'elles peuvent être confisquées. C'est pourquoi certains préfèrent rester au pouvoir jusqu'à leur mort. Ils confondent le pays avec leur propriété personnelle. La peur du vide. Certains dictateurs ont tellement gouverné longtemps qu'ils ne savent plus exister sans pouvoir. C'est une forme de dépendance. Le protocole, les gardes du corps, les cortèges, les discours officiels, tout cela devient une drogue pour eux. Alors, quand ils imaginent une vie normale, sans être au centre de tout, ils ressentent un vide insupportable. Ils préfèrent constituer à régner, même dans la peur ou la solitude, que d'effondrer ce néant. C'est la maladie du pouvoir, une addiction à la domination et à l'admiration. L'absence d'alternance démocratique. Dans beaucoup de pays dirigés par les régimes autoritaires, les institutions démocratiques sont faibles. Il n'existe pas de mécanisme clair pour transmettre le pouvoir pacifiquement. Pas de justice indépendante, pas de presse libre, pas d'opposition organisée. Alors le dictateur devient le pilier unique du système. Et quand ce pilier tombe, tout s'effondre. Cela crée une peur générale du chaos après lui. Il utilise donc ce prétexte pour dire « si je pars, le pays brûlera », alors que c'est un chantage politique souvent efficacement, car beaucoup de citoyens fatigués des guerres ou des crises préfèrent la stabilité et la liberté. La pression internationale et le double jeu. Enfin, il faut parler du rôle du monde extérieur. Certains dictateurs se maintiennent parce qu'ils sont soutenus par les puissances étrangères pour les raisons économiques, stratégiques ou militaires. Tant qu'ils garantissent des contrats, des bases militaires ou des stabilités régionales, où on préfère les laisser faire. Mais dès qu'ils ne servent plus ses intérêts, on les abandonne.
parfois brutalement. Ce jeu critique renforce leur méfiance. Ils savent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Donc, ils s'accrochent encore plus fort. La conclusion finale, en résumé, si les dictateurs refusent de quitter le pouvoir, c'est parce qu'ils sont prisonniers de leur propre système. Et ils ont peur de la justice, peur de perdre leurs privilèges, peur du vide et peur de mourir oubliés. Leur entourage les entretient dans l'illusion d'être indispensables et des institutions qu'ils ont détruites rendent tout changement pacifique presque impossible. Mais l'histoire montre aussi que personne ne règne éternellement. Les peuples finissent toujours par se réveiller, parfois lentement, parfois brutalement, et le pouvoir aussi, absolument, soit-il, ne résiste jamais à la volonté collective quand elle devient inérréparable. Donc, fort ne restera pas longtemps au pouvoir, aussi croit-il.